avions un pays simple et vrai comme une franche poignée de main, à portée de nos cœurs, de nos fins, de nos rêves. Nous avions un pays où l'on était amis, pas plus laid, pas plus beau, mais un pays à nous. Et l'on était heureux de se dire Adicias, Macarel. Nous avions un pays, il nous reste des larmes. La fille quelque part qui reviendra jamais. Le fils nulle part, à la chaîne, au béton, au chômage. Le papette qui dort dans la terre vendue pour retarder la mort. Cette mort est venue. Elle arrache nos vignes. Elle écroule nos mines. Elle jette aux orties les usines et les gares. Elle ferme l'école. Elle fait des déserts et élimine le feu. Elle étend la misère et promène des luxes à 4 étoiles. Nous étions travailleurs. Elle nous fait larbin. Nous étions occitans. Elle nous fait indiens. Et elle a le toupet chaque jour davantage d'ignorer nos misères en ignorant nos vies. J'ai les pieds dans la terre. Et ce n'est plus ma terre. Je n'ai plus le temps de voir naître un printemps. Je cours au jour le jour pour sauver l'impossible. My terre route. À la crouse des soleils. Le país dark nice. Mais leu que nous donne. Mais fort que notre différence. Nous espérons. Ibo. E libertà salvace per la forza di vivere e mesclimo un po' al teu come mesclo teu al seu e la marcio grano multiplicato per las d'hier e di dimon e d'un cop risoulin immense presti a tout che de tout cassa force de toutes, que de toutes, amoureuses, et toutes, et per toutes, gagnare, que décidant de l'Est, país al ventre, pantage al pung, peuple, en urgence de vivre, de dia dret, de dia victorieux. On ne m'a pas fait de cadeau dans ce métier parce que j'ai été de ceux qui ont porté le plus longtemps possible des textes comme ça. Et est arrivé un moment où je me suis dit, on nous prend pour des anciens combattants, ou alors, avec des textes comme ça, on va nous cataloguer comme étant des sortes de perpétuels mécontents. Comme on dit, des gens qui ont une vision trop négative du monde. Moi, j'appartiens à une génération de conteurs, d'acteurs qui est allée à la culture, non pas pour y manger, non pas pour y faire une gloire, mais qui y ont été parce qu'il fallait exprimer un désir qui était le besoin d'une liberté de vivre, de travailler au pays, de s'aimer. Quel a été ton sentiment, Claude, lorsque tu as vu que ce type d'expression, à un moment donné, tu as dû l'abandonner? De la tristesse, certainement, parce que quand on consacre sa vie à une expression, à une idée, et que puis on s'aperçoit que cette idée tombe dans les poubelles de l'histoire, on se demande un peu quelle peut être sa raison d'exister. Donc à partir de là, on se dit quoi? Je cesse ce travail, je me dis que le monde est ce qu'il est, ma foi, il faut faire avec. Ou alors on dit qu'il faut continuer à être un artisan du monde et trouver des outils qui correspondent à une situation nouvelle. Donc il y avait cette tristesse. Il y avait aussi une certaine amertume parce que
des gens qui étaient à nos côtés ont abdiqué, sont passés, ont changé très rapidement de veste. Il y a eu aussi l'amertume de considérer que des gens qui nous soutenaient parce qu'ils se sont trouvés avec le pouvoir nous ont trahis, ont tenu du jour au lendemain des paroles complètement contradictoires. Et le fait d'avoir le pouvoir, pour ces gens-là, tout d'un coup, ils se prenaient des forces nucléaires extraordinaires, je dirais presque. Parce qu'autrefois, ils se pesaient 80 kilos, admettons, mais du jour où ils ont eu le pouvoir, ils pesaient des nucléaires de kilos. C'est-à-dire qu'ils pouvaient embaucher, par exemple dans le culturel, des gens, des institutions, des moyens et des moyens, des tonnes de pression et des tonnes de pression, qui fait que la petite chose qu'ils étaient auparavant, tout à coup devenait un tremblement de terre contre lequel nous n'avions plus de prise, alors qu'autrefois ils n'étaient pas plus que nous dans des débats populaires. Moi j'étais avant tout un comédien, j'étais quelqu'un comme ça qui allait jouer avec des troupes à la demande des comités d'action viticole, à la demande des comités de fête, qui vivaient dans une large sociabilité méridionale. Du jour au lendemain, on n'a plus ces réseaux de diffusion. Donc on n'a plus pu faire exister les équipes qui vivaient du théâtre. Soit les types abandonnés, soit ils étaient obligés de rentrer dans les nouvelles lois du marché, soit il fallait se retrouver de nouveau quelques-uns changer de métier. Moi, c'est pour ça que je suis passé à ce moment-là du statut de comédien au statut de conteur. Conteur, ma foi, on n'a que sa bouche à faire manger. Et on a aussi que sa vie à traîner, tandis que quand on est un directeur de troupe, on a quand même, on est bien plus exposé au compromis que quand on est tout seul. Et puis en même temps, j'ai créé les langues de paye. Les langues de paye, c'était pouvoir dire seul des souvenirs communs à des tas de gens qui ont vécu dans le Midi, bien sûr, mais j'ai vu en Afrique qu'aussi la correspondance était possible, qui ont pu connaître des vies communautaires, c'est-à-dire des communautés culturelles dans lesquelles on s'était initié. Moi, ce qui m'avait initié, c'était la vie pissénoise avec le rugby, les balles de village, cette fraternité de carnaval, en même temps ce côté un peu révolté que les méridionaux ont, comme ça un côté un peu anarchiste, réboursier, qui est inscrit un peu dans l'histoire du Midi. À Pézenas, le carnaval, c'est la fête nationale. Tout le monde se déguise le jour du Mardi Gras. Et à l'époque, la bout en train de la fête s'appelait Marion Radaz. Peu cher, cette année-là, 9 mois après, Marion, elle essaye de se déculpabiliser en disant « Soy l'Immaculada Conception ». Ouah. Et hier, il dit son père, le papette Radaz, « Soy le coral Castelnau, pisi allez et disi que plou ». Mais déjà, le nouveau-né babille quelques mots. « Ma, 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 ma ». Comme il était joli, tous les voisins essayent de se la mistouner. « Ma, manitas, manitas », dit le voisin gitan. Mais nous, toujours, ma cache, dit le voisin kabyle. Mais non, toujours, oh, ma, mascouillotte quand t'as vist, dit Papy Radaz. Alors l'infantounette te fait péter une. Querelle, fan de pute. Comme maman Marion s'alarme. Budi, canolengo. Oh, canolengo. Eh bien, écoute, si es comme quoi, eh bien, aquel pichou l'appellerait lengo de paye. Et moi, Talonnette, je serai le parrain. Toi, le parrain? Mais toi, pas de sous. Eh bien, je m'endetterai. Et gaillarder comme un quinson, tonton Talonnette entonne l'hymne de toutes les pelates, tondutes de la commune. C'est pareil, mais c'est content, avec une cabre, l'amour sain. Quand t'as pas plus de lâche, c'est désespérant pas. La vase bouquet et tirant toujours d'acquis.
dans toutes les cultures du monde. Quand il y a eu des couleuvres difficiles à avaler, les poètes du monde, les conteurs du monde se sont inventés des personnages. On a inventé un Spiegel pour les gens du nord de l'Europe. Le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord s'est inventé le personnage de Jaha. Les Grecs, Caracosis, les Vietnamiennes, Tranquin, les Sioux, ils ont un nom très compliqué à dire, je ne le dirai pas, mais une sorte de personnages qui sont des héros ou des anti-héros populaires dans lesquels finalement les gens peuvent se retrouver. Et la force de ces personnages-là, c'est que le ciel peut leur tomber sur la tête, ils auront toujours la possibilité, eux, de se retrouver sur leurs pattes et de faire un pied de nez au plus infâme des destins qui leur arrivent dessus. Et mon travail avec les langues de pays, ça a été de créer un personnage comme ça, un personnage finalement qui est une identité collective à lui seul, et en même temps une soif d'espérance intarissable. Quelque temps après, Langue de Paye, il a grandi et, avec ses petits copains du vieux quartier de Pézenas, en été, ils se font la vieille tradition du martelette. Monsieur le curé! Monsieur le curé! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, au mieux, vous portez la planche. La planche, mais quelle planche? La planche, hein? Eh bien, pour couper la merde de tranche. Mais le dimanche, le curé, à genoux, il me fait mettre, oui. Langue de paix, dis-moi, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Se couper la jambe ou faire un péché mortel? Monsieur le curé, faire un pécat mortel. Oui, Satanas, moi je préfère 100 fois me péter la jambe que d'en faire la moitié d'un de péché mortel. Satanas, va de rétro, Satanas. Il parle bien le curé Pézenas, mais moi j'en ai passé de mes deux jambes pour barouler toute la journée avec Nasser d'Afrique et Joseph le Gitane. Joseph le Gitane, Nasser d'Afrique et moi on est la bande du château. C'est le vieux quartier de Pézenas. Castagnare, Castagneggiaire, Futaleggiaire. Notre langue, c'est notre drapeau. On passe du français au patois, ça boit les frontières. Mais l'instituteur, il aime pas, hein. Et j'ai recaté la table et j'ai escampé les escobilles la coque à pile. Moi qui croyais faire plaisir à la maman en faisant cette rédac, et maintenant, elle a la pète que je passe pas en 6e. Alors moi, chaque soir, de prier, cette Vierge, oh, cette Vierge, faites que la Garonne passe en Avignon, et moi, je passerai en 6e. Hein. Mais elle a pas dû m'entendre, parce que je ne suis pas passé en 6e. Mais comme on a changé du maître, j'ai quand même eu l'impression du changement. Surtout que notre nouveau maître, il vient du Nord, des pays de la brume. Il s'appelle Monsieur Luisan. È un magre pêcheur que pot cagadrer, le type, pot cagadrer, mais il pète au sec. Il convoque le pape Radaz. Monsieur Radaz, ne lui parlez plus patois, sans quoi vous cassez son avenir, son accès à l'universalité, et également vous compromettez la République unie et indivisible. Le pape Radaz, il dit, ben là, que tout à coup, libertate, hein. Mais nous, à patois, quand on dit merde, eh bien, on le dit proprement. Que voulez-vous dire? Eh bien, essayez, monsieur l'instituteur. Eh bien, merde. Vous voyez bien, merde. Quand vous le dites avec votre accent, vous êtes obligé à manger à moitié. Monsieur Luisan, hein, déjà qu'il n'y a pas grâce, de bien tout nerf, monsieur Luisan. Notre maître, monsieur Luisan, il a 3 grandes passions. La première, hein, des passions de monsieur Luisan, c'est la camif. Il achète tout à la camif, capelle camif, pantalon camif, tout camif en d'effort et à taber camif en de digne. Hein. La seconde passion de monsieur Luisan, c'est l'école laïque. Quand il voit le curé dans la rue, il lui fait croix. Et le capellan de Seribira Perifaire. Nous, hein, on comprenait rien à ce langage.
Nasser, il disait que c'était du latin, Joseph, il disait que c'était du morse. Moi, j'ai demandé à mon papa, Radaz, qui m'a expliqué. Oh, petit, tu vois, c'est comme ça qu'ils se saluent dans le Nord. Alors maintenant, le matin, quand on rentre en classe, pour faire plaisir à M. Luisan, eh bien, monsieur Luisan, hein, c'est pas grâce, c'est une herbe à des bourreaux en plein. Il dit qu'on est une bande de culs blancs manipulés par les frangines de Sainte-Marthe. Alors, il a organisé une grande lessive dans la ciboule et aussi entre les orteils. C'est vrai que là, il y avait affaire, hein. Le plus fort de tout, c'était Tito, là, le fils du boulanger. Et il était crassous, Tito, là. Tellement crassous qu'il attendait que la crasse tombe en plaques, là. Vous savez, comme les vieilles affiches. C'est bien simple pour Carnaval. Eh bien, il n'avait pas besoin de se déguiser. Il se lavait et personne ne le reconnaissait. Mais alors, en classe, ça pue le roquefort. Monsieur Luisan, il organise une inspection obligatoire. Chaque lundi, il faut lui montrer un pied. Alors nous, on se lavait le pied qui allait être respecté et l'autre bien au chaud dans la classe. La classe maintenant, eh bien, elle puait qu'à moitié, mais elle puait quand même. Hein. Alors un jour, monsieur Luisan, il change l'ordre. Le jour du pied droit, il visite le pied gauche. À quel jour d'acquis, il aurait dû mettre un masque à gaz parce qu'on lui a foutu l'exposition des pénègres, moustous et fangassades comme monsieur Luisan. On l'a retrouvé chez les Fadas, à Fondorella. Une vigne, il lui faut un temps naturel pour produire, elle est inscrite dans les cycles de la vie. Je crois que le travail du conteur, pour qu'il soit bon aussi, il faut qu'il accepte de se fondre comme ça dans ces cycles de la vie. Il a besoin, le conteur, de mûrir comme un bon vin dans un tonneau. Ces choses-là, on ne les bouscule pas en faisant X école, on ne les bouscule pas en voulant aller plus vite que les cycles naturels de la vie. Je crois que savoir faire un bon vin ou savoir faire un bon conte procède de la même philosophie. Et la ténacité est une valeur importante de cette philosophie. Je crois qu'une autre valeur importante de cette philosophie, c'est que il faut accepter ce qu'on est et il faut se contenter de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est une philosophie difficile à accepter, à encaisser soi-même. Mais je crois que le paysan traditionnel qui vit sous la lune et le soleil, qui fait qu'on ne peut pas bousculer la progression d'un blé de vigne et qu'en même temps, si des fois on veut trop qu'une vigne produise, et ma foi, on a des séquelles contradictoires sur d'autres domaines, c'est pareil pour le conteur. Notre place, il faut l'occuper, pas plus ni moins que notre place. Et le conteur, en face des aléas de la nature, il est un peu dans cette même situation. Je crois que le semeur, le laboureur, le conteur, ils sont inscrits dans la Bible qui fait le monde, au sens que l'homme qui voyage dans un Spoutnik ou qui voyage sur un âne, ce sera toujours un homme. Et fondamentalement, il aura toujours besoin de s'accrocher à un certain nombre de valeurs et elles seront les mêmes. Quand on est fils de petits viticulteurs, on entendait le père qui nous disait, tu vois, la terre est basse, deviens instituteur, deviens professeur, deviens facteur, deviens flic, plutôt que de vivre la vie misérable que l'on a, de la vie complètement instable qu'on a, on ne sait pas d'une année sur l'autre où on va. Alors il nous donnait le métier de la vie, nous apprenait ce métier de la terre, pour justement que nous ne le faisions pas. Et ça, moi, je l'ai connu. Et en même temps, quand on les voyait faire, quand on regardait au printemps leurs yeux se poser sur une vigne et qu'on commençait à dire « cette année sera bonne, cette année sera mauvaise », la façon dont ils se voient pousser un plantier, un mayol, comme on dit en occitan, le souhait maternel qu'ils y portent pour couper cette bûche plutôt que celle-là. Mais on se dit, mais
Mais ces types, c'est des passionnés, quoi. Alors je crois qu'ils nous ont livré deux choses, nos parents. Ils nous ont livré un amour poétique de la terre, et en même temps, ils nous ont livré l'angoisse de ne plus pouvoir y demeurer. Elle est au milieu, tu la tombes. Celle-là, à côté, ça pousse trop loin. Tu la tombes, là, tu la mets. Alors quand il te faut faire ça, celle-là, du moment que tu vas tomber ça, tu le tombes ici, et tu laisseras celle-là pour la coucher ici. Voilà. À force de faire ces 400 cours, Langue de Paix s'est retrouvé devant un tribunal correctionnel. Le juge délibéré d'écrire avait pas vite un mutanès, une doublate de la moitié d'un économiquement faible, un véritable cas social, tout juste bon à être coupé en trois, un morceau pour le commissaire Carpan. Tu peux sortir de la maison d'arrêt, mais moi j'étais à l'œil. Un second morceau pour l'assistante sociale, mademoiselle Praline. Langue de Paix, le directeur de l'école ne veut plus de toi. Il te faudra chercher un nouveau métier. Et le troisième, pour le psychologue scolaire, monsieur Tafur. Tes rêves. Tu n'oublieras pas de me dire quels sont tes rêves. Oui, 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 oui. Oh! Fais silence! Soyez des retours! Oh! Merde, tic-clac. Oh, les mamans qui ferment les portes. Titou, 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 titou. Les mamans qui font partir les caganis. Dans cette méchante passe, il n'y a eu que tonton Talounette pour me féliciter. Il m'a acheté mon premier vélo. Ouais, pas un vélo de course, hein, mais un vieux rascle. Pas besoin de dire que j'arrivais, hein. Mais on en a entendu dans cette mauvaise passe. Le curé de suite lui a reproché. Monsieur Talounette s'est encouragé le crime. Vous croyez peut-être qu'avec ce vélo, il va cesser ses brigandages? Oh, non, monsieur le curé. Mais maintenant, eh bien, il continuera d'en faire d'autres. Hein. Mais maintenant, il les fera plus loin. Allez, c'est mon vélo. J'ai pris Giuseppe et sa sœur, Josie et Nadre. Et on a été fêter mon retour en campagne. T'avais foutu une bentrade d'amour, des racines, des pességres, et per acabar la festa, un cabus au gourdure noire, avec un cabus à cul nu. Mais quand on est sorti de l'eau, le commissaire Carpan était là. Vol de fruits, baignade interdite, attentat à la pudeur. Bon, eh bien, vous viendrez chercher vos habits au poste de police. Et vous savez qu'on est très propre, hein? Vous n'avez pas vu le scandale, hein? Rentrer en ville comme ça, à l'heure où la mutate des plaisances barbespres, et il manquait pas caco à ma réputation. Déjà, on fouillait partout pour chercher le moyen de se cacher. Alors on a tout essayé. Des feuilles de vigne, des feuilles de caoulette, même des feuilles de cougourde. Mais il y avait toujours quelque chose qui dépassait. Heureusement, j'ai eu une idée. Oh, Joseph, au jardin du papé à Titou, il y a une épouvantail con. Nous vestira, Benetz. Alors, le long des rases, hop, à la tutute, on y va. Mais peu cher, l'épouvantail, il n'était pas nippé aux 3 Suisses, hein. Il avait une veste rogneuse et mini. Heureusement, il avait un pantalon tellement large que son propriétaire, il devait avoir 3 trous au cul. Alors, il n'y avait pas 50 solutions, hein. Hop, comme Giuseppe, il est maigre, il est rentré dans la veste, et Josie et moi, eh bien, en tandem, dans le pantalon. Josie est courageuse, alors elle est passée devant, et moi derrière, hein. Hop, tu es prête, Josie? En avant, marche. Oh putain, comme ça, on est arrivé jusqu'au poste de police. Moi, comme ça, je peux vous dire que j'aurais fait le tour de la terre. Putain, les plis de fesses de Josie, mes brasillables sous le ventre, comme les coustelles sous le grill. Mais l'assistante sociale était là. Langue de Paix, dis donc, n'oublie pas, le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Travaillez donc. Oh, mais, mademoiselle Pralino, j'en ai trouvé du travail. Madame la baronne du Bugal, elle m'a embauché comme grand connétable du château.
il fallait que je fasse la guerre à la pézouline qui menace les fruits et les légumes. 1000 pézoules, 1 sou. Pif paf, pif paf, pif paf, pif paf, pif paf, pif paf, pif paf. Parce que si on ne m'avait pas appelé langue de paye, on m'aurait surnommé Napalm, le premier des insecticides. Pif paf, pif paf, pif paf, pif paf. Parce que avec ce que je gagnais, je voulais m'acheter un slip kangourou. Que maintenant, la mode, elle était au slip kangourou. Que quand on allait se baigner, les filles, elles regardaient que ceux qui avaient des slips kangourous. Mais Napalm, le premier des insecticides, il avait beau napalmer toute la journée. Quand je fais les comptes, eh bien, tiens, je gagnais des nefs, là. Quand je suis arrivé de m'en payer un de kangourou, mais c'était déjà la mode du Blue Jim. Le Blue Jim, je suis arrivé qu'à la marque d'en dessous. Il ressemble à un Blue Jim, hein, mais ce n'est pas un, il blanchit pas. Ou alors, il faut tremper dans la chavelle. Mais les filles, elles s'en aperçoivent. Et elles te font piquer la cara. On a que les filles, eux. T'as vu le jean qui s'esquiche, hein? Connasse, hein? Langue de paye, ça veut dire, si on le traduit en français, ça veut dire immédiatement langue de chiffon. Ça veut rien dire. Mais, par péjoration, la langue des payes, en Languedoc, c'est quelqu'un qui aime bien traîner sa langue sur tous les potins qui courent dans le pays. Alors il ne le fait pas d'une façon très méchante, parce qu'on dirait dans une langue des putes. Parce que là, ça serait un sens de cancaner d'une façon très négative. Une langue de paye, c'est quelqu'un qui cancane, mais avec le sens de l'ironie, de la moquerie. Pas pour tuer, pas pour faire mal, mais pour justement pousser l'autre à ne pas faire les mêmes couillonnades, ou bien pour pousser l'autre à voir plus loin que le bout de son nez. Une langue de paye, en même temps, c'est quelqu'un qui aime beaucoup raconter des potins sur les uns sur les autres, qui aime bien en rire, mais en même temps qui aime bien faire la fête, et pas n'importe quelle fête. C'est-à-dire, il fait celle qui prépare le printemps. Carnaval. Le carnaval. Ça aussi c'est une danse traditionnelle qu'on retrouve dans plusieurs villages du Languedoc, comme Metz, comme Montpellier, Pézenas. Mais ce sont des danses qui sont associées là aussi aux fêtes Dieu, ou aux fêtes de carnaval, quoi. Alors pourquoi tu as une chemise de grand-père? Et bien là, ça on le trouve dans tous les carnavals languedociens, ce qu'on appelle la panelle. On s'habille. Souvent, la tradition, c'est qu'on se met comme c'est une chemise blanche et on se maquille le visage en noir. Et cette conjugaison du noir et du blanc est un signe involontaire, mais quand même très symbolique du rapport entre le jour et la nuit. C'est-à-dire, à partir de cette fête carnavalesque, à nouveau, il y a une poussée de la lumière, une poussée de la sève et un recul de la nuit, quoi. Cette tradition populaire d'un besoin d'identité ouverte, hein, parce que jamais il n'y a pas d'exclusion, hein, il n'y a pas de grosse exclusion dans le carnaval puissénois. Mais ce besoin d'identité ouverte, il devrait pouvoir alimenter toute une vitalité, que ce soit une vitalité culturelle, que ce soit une vitalité économique. Or, le gros problème avec les pays d'Oc, c'est que le culturel occitan est maintenu dans un ghetto. Là, il y a une fracture qu'il faudra bien un jour guérir, quoi, pour pouvoir avancer, c'est-à-dire pour que le culturel, l'historique et l'économique marchent de même pas. Et ce n'est pas nécessaire pour sortir des crises, ce n'est pas nécessaire pour
pour aller vers une plus belle liberté et créativité à la fois des individus et des communautés. Quel serait pour toi le spectacle de Machu idéal ou le carnaval idéal pour toi? Je crois que ce serait un carnaval qui serait à la fois infiniment traditionnel et infiniment contemporain. Infiniment traditionnel parce que le carnaval, c'est un rituel cosmique. Ce sont des gens qui sont suffisamment en symbiose avec l'univers, qui sont suffisamment dans un rapport physique et poétique avec la terre, qu'ils en sentent tous les soubresauts, qu'ils en sentent toutes les pulsions, pour qu'après la saison d'hiver, ils soient dans la génitalité des bourgeons qui vont éclater, des fleurs qui vont embaumer, des journées qui se rallongent, etc. Donc il y a comme ça, dans le mouvement du carnaval, une libération profonde, qui est une libération avant tout, je dirais presque sexuelle, une libération corporelle, une libération du corps. C'est un corps qui sort de son hibernation pour rencontrer les autres, mais aussi rencontrer l'universel, le cosmique. Donc, et ça, c'est inscrit anthropologiquement dans les carnavals de l'humanité, où que ce soit. La deuxième chose, c'est infiniment contemporain, c'est que cette libération comme ça qui doit passer au-dessus des petites tâches libidineuses, des petites hypocrisies, des petits égoïsmes que nous avons dans nos corps, que nous avons dans nos têtes. Cette libération, donc, qui devrait emporter tout ça pour nous laver dans la résurrection du printemps. Cette libération, comme ça, génitale, corporelle, elle devrait prendre dans la contemporanéité d'une société une volonté de contestation politique, sociale, religieuse, donc une façon de contester autour de nous, non pas d'une façon politicarde, d'une façon oui, subversive certainement, mais moi je crois que la différence du carnaval et de la politique essaye de tuer l'adversaire, tandis que le carnaval n'essaye pas de tuer l'adversaire. Le carnaval essaye d'inverser l'adversaire, c'est-à-dire dans l'adversaire de le déborder, de le subvertir, comme vous dites, subversion, mais en même temps de lui donner une chance dans l'avenir. Parce que si même on a en face de nous des gens qui sont négatifs, ils ne sont pas que négatifs. Et le carnaval, pour eux aussi, c'est de faire bourgeonnement sur la partie positive d'eux-mêmes, c'est-à-dire la partie qui est, à ce moment-là, en pulsion vers l'universel, vers le cosmique. Si tu devais partir un jour de Pézenas, Mais ça serait peut-être nécessaire si je sentais que je ne peux plus remplir ma place comme j'ai pu l'occuper jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire une place, quelqu'un qui est libre, qui dit librement sa parole, qui essaye, ma foi, qui peut vivre de cette liberté-là. Et je crois que pour continuer à être complètement indépendant, il faut que je quitte Pézenas pour trouver un alimentaire quelque part, mais il faudrait que j'en passe par là. Je crois que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les Indiens d'Amérique, les Géronimo, etc. C'est des héros magnifiques, c'est des poètes magnifiques. Ils ont été des guerriers et des poètes en même temps. N'empêche qu'ils ont dû perdre parce que, ma foi, le siècle dans lequel ils ont vécu ne leur a pas fait de cadeaux. Nous, on vit dans un siècle aussi qui ne nous fait pas de cadeaux. Donc, Géronimo, à un moment donné, il a fallu qu'il vive dans une réserve et il a quitté son pays de lune et de grandes prairies pour entrer dans la réserve. Il n'en a pas moins continué la bataille. Et bien peut-être que nous aussi, il faudra peut-être, selon comment les choses viendront, rentrer dans une réserve qui n'est peut-être pas notre Pézenas idéal. Mais même dans les réserves où on nous cantonnera, il faudra qu'on laisse des traces pour que
les jeunes à venir puissent reconquérir les paysannages qu'on nous a volés.